Bienvenue donc, dans cet atelier lié à la pédagogie et notamment à l'apport des avatars dans les sciences cognitives et sur l'apprentissage. Je suis Sophie Thor, je suis directrice du développement chez Quark, le stand qui est derrière vous. Si vous êtes déjà passé, je vois quelques têtes qui nous ont déjà rencontrés, accompagnée de Nicolas Spatola. Nicolas, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Je suis chercheur en psychologie sociale et cognitive et je m'intéresse à toutes les dimensions qui intègrent à la fois l'humain et la technologie. Donc, je travaille dans un cabinet qui s'appelle Artimon, qui fait du conseil en organisation et management, et plus particulièrement dans sa branche de recherche qui s'appelle Artimon Perspective, où on étudie tous ces contextes d'interaction humain-technologie, en fait, dans le cadre des RH et d'autres cadres évidemment, mais là, c'est plus dans ce cadre-là qu'on va en parler aujourd'hui. Donc on est très content de pouvoir collaborer tous les deux, puisqu'en fait ce cabinet donc, est totalement neutre et totalement indépendant de Quark. Nous nous sommes trouvés, on va dire, hein, c'est une opportunité professionnelle. Et Nicolas nous a sollicité pour nous demander s'il était possible de faire une étude sur l'usage dans le MetaQuark des avatars et sur le retour que pouvaient faire nos stagiaires et nos apprenants donc, de ces expériences. Alors bien sûr, nous sommes très preneurs des résultats justement du cabinet Artimon, qui est totalement indépendant de Quark, donc vous pouvez le croire, et me croire du coup, avec ce que je vous raconte. Pour ne rien vous cacher, on va vous présenter un certain nombre des études, notamment de Nicolas, qui sont liées aux sciences cognitives. Et en parallèle de cela, nous faisons en ce moment une étude de retour d'expérience des apprenants qui sont venus. Donc tous les apprenants qui ont eu le plaisir de tester une formation dans le métaverse ont répondu à un questionnaire que Nicolas a conçu de manière à ce qu'ils répondent sur tous les enjeux pédagogiques. Et on va publier ces résultats d'ici fin février, début mars, pour avoir une vision très objective de l'apport du métaverse pour la formation. Tu veux rajouter quelque chose ? Je trouve que tu as très bien expliqué. Le but vraiment pour Artimon Perspective, c'était d'accéder à de la donnée. En fait, à Quark, vous avez accepté de jouer le jeu et de nous laisser en fait faire les analyses qu'on voulait et même les questions qu'on voulait poser exactement. Donc, c'est vraiment l'approche qu'on a eue depuis Artimon Perspective est vraiment une démarche scientifique d'étude. Donc, merci déjà d'avoir partagé les données. Alors, pour vous présenter Quark en deux mots, en fait, on est une société de l'EdTech spécialiste du digital depuis 18 ans. On conçoit des modules de formation en digital. Nous avons aussi d'autres outils qui permettent d'équiper et d'aider nos clients. On intervient toujours en marque blanche, donc c'est pour ça que vous ne connaissez peut-être pas. Et nous avons lancé l'année dernière le MetaQuark, un métaverse éducatif, pour pouvoir proposer à nos clients des campus digitaux dans lesquels ils peuvent former leurs apprenants en synchrone. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir sur notre stand. Alors aujourd'hui, pourquoi on s'est penché nous aussi sur la question de la pédagogie dans le métaverse ? Finalement, il y avait un atelier hier sur est-ce que c'est une révolution ou un gadget pédagogique ? En fait, nous, notre questionnement, quand on a conçu le métaverse et MetaQuark, donc métaverse éducatif, c'était de se dire comment on peut répondre aux enjeux des pôles L&D. Et alors, je vous ai amené une petite anti-sèche parce qu'il y a un rapport d'étude qui est sorti. Donc, j'ai pris quelques chiffres vite fait pour vous les communiquer. Rapport qui est sorti par Parlons RH 2023, que vous connaissez sans doute, et qui vient de publier des chiffres surprenants sur le digital en RH, évidemment. Et je vous cite ces chiffres parce que vous allez voir qu'ils sont importants aussi pour concevoir notamment des parcours de formation, mais pas que. Comment, finalement, le digital est important pour les RH aujourd'hui. Alors, sur le marché français du digital RH, la perspective devrait dépasser les 4 milliards d'euros en 2024. C'est plus 6% par an. Donc, vous voyez, c'est énorme en termes de progression. Il y a 42% des salariés qui sont influencés par la qualité de l'investissement numérique de leur entreprise. Donc, ça contribue énormément au rayonnement de la marque employeur. Il y a 92% des entreprises qui déclarent disposer d'outils collaboratifs, donc 45% d'une workplace. Et puis, il y a 28% même des salariés de 25 à 34 ans qui pourraient quitter une entreprise si elle n'est pas suffisamment équipée en digital. Donc, vous voyez, en termes d'impact sur le recrutement, la marque employeur et la formation, c'est vraiment important. Et 3 décideurs sur 4 RH déclarent que pour eux, l'investissement digital va sensiblement augmenter dans les prochaines années.
Alors pourquoi c'est si important de se pencher sur justement l'impact et surtout le ROI de la formation? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, vous avez un enjeu de répondre très rapidement aux problématiques de formation qui sont récurrentes et qui n'arrêtent pas d'affluer dans un budget contraint, forcément, et où le time to learning est extrêmement réduit. Donc il y a vraiment un besoin de proposer des contenus de formation en permanence. Et vous n'avez plus le temps, en moyenne c'était 6 mois pour concevoir un module digital. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas possible. La crise Covid aidant, tout le monde a pu voir qu'effectivement il était urgent de réagir et de proposer quelque chose. Ce qui est important aussi, c'est de proposer une offre modulaire à déployer, donc qui corresponde à chaque besoin, voire à des petites populations, mais que ce soit un contenu pédagogique complètement adapté et sur mesure. Et donc là, l'important, c'est effectivement de proposer des sessions régulièrement, mais faciles à mettre en œuvre, devient un enjeu fondamental. Et pour le coup, proposer aussi une offre de qualité qui permette d'engager les apprenants, dans laquelle, en fait, ils vont avoir fréquemment aussi l'opportunité de revenir sur un concept, de se former, d'avancer sur une solution. Alors, aujourd'hui, nous, on a dressé une petite liste, finalement, de ce que pouvait être un univers d'apprentissage de qualité à distance. On a listé quelques points qui nous paraissent clés. Un univers qui soit vraiment dédié à la formation. Ça, c'est 100% des apprenants qui ont tenté leur chance nous ont remonté qu'en effet, c'était important de se sentir accueillis dans un environnement qui ressemble à un environnement de formation. Ils ont tous vécu, bien sûr, le Zoom et le Teams comme tout le monde, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important pour eux. Un univers dans lequel on peut interagir les uns avec les autres fréquemment, parce qu'on apprend les uns des autres, et donc c'est important, et qui est centré du coup sur la pédagogie et sur l'échange. C'est exactement comment finalement je réussis à retraduire un monde présentiel, mais à distance. Ça, c'est un élément clé de l'apprentissage, finalement, où on peut se retrouver. Et le dernier élément qui nous paraissait essentiel aussi, c'est un environnement dans lequel les apprenants se sentent engagés, écoutés, qui permettent une combinaison finalement entre partage d'expérience et envie de se retrouver. Donc ça, ce sont les éléments clés qu'on a pu déceler, nous, à travers les retours d'expérience de nos clients. Et pour le coup, le métaverse est un de ces éléments clés qui permet aussi de favoriser tout ça. Mais quels sont les retours de tes études, du coup, Nicolas? Ouais. Alors, ce n'est pas seulement mes études, en fait, c'est la littérature scientifique. On est parti de ce que la littérature scientifique nous apprend sur le sujet et comment notre cerveau, notre cognition et notre cognition sociale, en fait, nous intègrent dans des environnements virtuels et nous font nous dire qu'on est à un endroit à un moment. Donc, c'est exactement ce que tu rappelais, c'est qu'il y a un aspect de contexte qui est très important. Si vous vous sentez dans un contexte d'apprentissage, c'est que votre cerveau a fait un mécanisme pour vous dire « je suis dans un contexte d'apprentissage ». Et ça, en fait, on peut l'étudier notamment au travers des environnements virtuels pour voir comment, en fait, on va se projeter à l'intérieur de ces environnements. Et c'est assez intéressant de voir comment le cerveau fonctionne parce qu'il fonctionne de manière sérielle puis en fait de manière parallèle. L'idée, c'est que quand vous voyez un environnement, pour vous dire que c'est un environnement d'apprentissage, vous avez déjà le définir comme un environnement. C'est-à-dire que vous avez la capacité de spatialiser cet environnement. Ça va vous permettre de vous projeter vous et de vous spatialiser vous à l'intérieur. Et c'est à partir de là que vous êtes intégré en fait dans cet environnement. Si vous pouvez interagir avec, ça va vous renforcer en fait cet aspect de je suis dans ce contexte d'apprentissage, je suis dans cet environnement d'apprentissage. Et donc là, on a un intérêt à avoir des avatars. Pourquoi ? Parce que ils permettent en fait cette interaction avec l'environnement ou d'autres personnes dans ce même environnement. Et c'est ce partage en fait d'expérience qui va vous faire, ok, on partage un environnement, cet environnement il est dédié à l'apprentissage, du coup en fait tous ensemble on est dans un environnement d'apprentissage et notre cerveau est câblé pour dire je suis dans un contexte d'apprentissage et donc je prends les processus d'apprentissage qui sont efficients pour ça. C'est pas la même chose, évidemment, si on va tous au restaurant et qu'on se dit on apprend un truc que si on va dans une classe et on essaye d'apprendre quelque chose. Et ben c'est exactement la même chose. On essaye d'autoréférencer les personnes dans un environnement d'apprentissage pour les pousser en fait à se mettre dans les meilleures on va dire, dispositions cognitives pour apprendre. Il y a plusieurs choses pour lesquelles ça peut être intéressant donc d'avoir des environnements virtuels. Aujourd'hui, si vous pensez à la manière dont on procède à l'apprentissage, souvent c'est sur des périodes suffisamment plutôt longues sur une même journée, voire une séquence de jours, qui est assez restreinte dans le temps. C'est-à-dire on va avoir un
POC à un moment qui est extrêmement dense en termes de temps et de quantité d'informations, puis plus rien. On va dire, bon, des fois, évidemment, on peut avoir des rappels, etc. Mais la plupart du temps, c'est vous avez 2 jours de formation, notamment dans le milieu professionnel, puis plus rien. Et en fait, vous devez avoir intégré des éléments dans ces 2 heures. Donc, ce qu'on voit, c'est il y a plusieurs choses. Déjà, bon, désolé pour la qualité de l'image, elle est... Bon, bref. Mais l'idée, c'est que vous avez une courbe de l'oubli qui est que au fur et à mesure du temps, en fait, les traces mémorielles que vous avez de ce que vous avez appris vont diminuer. Donc déjà, au cours du temps, de manière en fait, si vous pensez en semaines, en mois, etc. Mais vous avez aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est de vous dire, imaginez, on a une journée tous ensemble de formation pendant 8 heures. Ça, c'est votre niveau d'attention qui évolue dans le temps. C'est-à-dire qu'au bout d'à peu près 30 minutes, peu importe ce que je vous dis, vous n'allez pas l'enregistrer. C'est-à-dire que, imaginez sur une durée, donc vous avez des petites remontées parce que vous vous reconcentrez, vous vous refocalisez, donc vous recontextualisez, comme on a vu tout à l'heure, mais on a ces drops en fait qui sont permanents et au bout d'un moment, en fait, après 1 heure, en fait, la capacité d'absorption d'information est extrêmement basse par rapport à l'information que je peux donner. Et donc là, on a un problème. Parce que si on imagine qu'on fait des formations professionnelles sur 2 jours avec 9 heures par jour, imaginez ce qui vous reste au bout d'un mois, quoi. Imaginez la quantité d'informations qu'on vous a données et qui vont vous rester au bout d'un mois. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir en fait ce qu'on a appelé des POC en fait de réalité virtuelle, en fait, dans le sens où vous avez des contextes de formation qui peuvent vous rappeler. On peut dire, bon, ben, on se retrouve dans une semaine dans un environnement virtuel, ce qui évite à tout le monde de se retrouver à un même endroit, de supposer que en fait, faut refaire venir en fait des personnes, etc. Ce qui implique en fait une organisation monstre. Parce que prévoir un mois à l'avance l'agenda, c'est parfois compliqué. Et donc, de pouvoir avoir des POC en fait, comme ça réguliers qui vont raviver les traces mémorielles pour éviter en fait, d'avoir ces denses moments d'apprentissage, puis un oubli. Et donc là, on peut jouer avec ça, avec MetaQuark du coup, et Quark Education pour poser ces POC mémoriels. Alors, pour le coup, déjà, effectivement, le métaverse est en partie une réponse dans la mesure où vous pouvez réunir très facilement vos apprenants fréquemment sur des durées très courtes. Ça demande aussi un challenge au niveau pédagogique puisque ça demande de réinventer aussi les séquences, de pas la partie passivité et descente d'informations n'est pas probante et ça on le sait tous forcément, on l'a tous vécu la descente de contenu. Mais ce n'est pas le seul intérêt en fait, du métaverse au sens large. Le deuxième catalyseur justement de l'apprentissage, c'est aussi le rôle de l'avatar. Et là, pour le coup, tu as aussi fait des études qui démontrent ou qui apportent. Tu me dis d'animer parce que je sais que tes slides sont animés. Okay. Donc, si on doit conceptualiser comment fonctionne le processus de l'utilisation des avatars, en fait, la littérature a mis en évidence que si vous allez dans un environnement virtuel, vous avez ces 3 principaux, on va dire, processus qui vont vous conduire à vous intégrer dans le monde, partager avec les autres. Donc, vous intégrer dans le monde, c'est le sentiment de présence. J'ai l'impression d'être présent dans l'environnement. La richesse de l'environnement, c'est ce qui me permet d'interagir et donc de me localiser moi. Et la capacité d'interaction, c'est ce qui me permet d'interagir avec les autres. Et donc ça, en fait, les conjonctions, c'est extrêmement simplifié, évidemment, mais il y a plein de littérature sur le sujet si vous êtes intéressé. Les conjonctions en fait, de ces processus vont permettre en fait, d'approfondir de plus en plus en fait, l'intégration dans l'environnement, donc ce qu'on appelle la coprésence. Le fait d'être présent dans un environnement avec d'autres personnes, par exemple, favorise le fait de se sentir présent dans cet environnement. Et donc, on a étudié ça sur MetaQuark en fait, pour voir comment l'utilisation des avatars avait en fait, favorisé tel ou tel processus. Et on s'est rendu compte en fait, que avoir un environnement en 3D, ça permettait en fait, d'avoir cet aspect de richesse de l'environnement. Avoir des avatars et de percevoir les avatars des autres permettait de renforcer la capacité d'interaction. Et donc, en fait, on a des sentiments qui sont plus ou moins valorisés, des sentiments intermédiaires qui sont plus ou moins valorisés. Mais ça permet en fait, de réfléchir à, bon, on a notre environnement virtuel, comment on pourrait l'améliorer, etc., pour favoriser l'apprentissage. Et donc là, vous voyez un peu à quoi ressemble MetaQuark. En fait, ce serait le diagnostic de l'ADN de MetaQuark par rapport au processus cognitif d'apprentissage. Et si tu vas juste un peu après,
je vous passe les stats qui sont là, à part si vous êtes intéressé, mais vous les comprenez du coup. On a regardé en fait qu'est-ce qui aujourd'hui, dans l'état actuel de la plateforme, favorisait le plus en fait la satisfaction de l'expérience. Dans satisfaction de l'expérience, on dit le fait d'avoir participé, le fait d'avoir expérimenté l'environnement et l'apprentissage qui a eu lieu dans l'environnement. Et donc on voit en fait aujourd'hui que la richesse de l'environnement et le sentiment de présence sont en fait les premiers prédicteurs de cette satisfaction, donc multifactorielle, mais de cette satisfaction. Et la capacité d'interaction, en fait, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle renforce ce sentiment de présence. Et en renforçant le sentiment de présence, elle renforce la satisfaction. Donc si vous vous demandez comment fonctionne votre cerveau quand vous allez dans un environnement virtuel, ça fonctionne comme ça. Enfin, en tout cas, dans MetaQuark, ça fonctionne comme ça. Voilà. Alors, au-delà de l'avatar, en fait, c'est tout l'univers qui reste un catalyseur d'apprentissage. Je ne vais pas répéter ce que tu viens de dire, surtout qu'on est chronométré et que c'est pas facile de rester dans le timing. Donc, en tout cas, ce qui contribue aussi à cette analyse, c'est qu'effectivement, si on lit finalement ce que tu disais auparavant, la capacité à provoquer divers stimuli et puis tous ces sentiments qui sont réunis en fait dans l'univers, c'est surtout qu'on arrive aussi à conjuguer des moments plus courts, plus percutants, dans lesquels les apprenants vont se retrouver dans un environnement maximisé en fait. Et donc je te laisse plutôt nous présenter la suite. Du coup, en fait, là, l'idée, c'est à partir de là, tout ce qu'on a fait nous ouvre plein de portes en fait pour nous dire comment demain on fait pour optimiser en fait ce qu'on a vu, pour dire comment on fait pour que ce soit encore plus profitable, à quel moment il faut les utiliser, comment il faut les utiliser, ces environnements virtuels, et donc se dire, allez, on va essayer de maximiser ça. Donc, on a plusieurs choses. On a vu qu'il y avait des sentiments de coprésence quand vous entrez en interaction avec les autres. Ce qui veut dire que, basiquement, si on rajoute en fait des capacités d'interaction, par exemple, si on rajoute l'impression, enfin la possibilité d'interagir, de créer du contact entre les avatars, on sait qu'on peut renforcer en fait des sentiments de coprésence. Parce que encore une fois, littérature en neurosciences sociales, on voit que votre cerveau est beaucoup plus activé dans des environnements virtuels quand vous avez une interaction directe en fait, avec les avatars des autres personnes. On a aussi des choses qui sont assez intéressantes qui sont de manipuler en fait, l'apparence de l'avatar. Il y a des études qui ont montré que si on vous met un avatar plus grand par rapport à un plus petit, en fait, vous avez plus confiance en vous dans l'environnement virtuel et du coup, vous allez en fait, être plus... vous allez prendre plus part de manière active dans un apprentissage. Et donc, il y a plein de recherches qui sont conduites en ce moment pour voir qu'est-ce qui se passe si on donne aux personnes en fait, un avatar avec un habillage de scientifique, par exemple. On se rend compte qu'ils sont plus à même de se dire « Ah tiens, je vais apprendre les mathématiques, ça m'intéresse, etc. » Parce qu'en fait, c'est ce qu'il appelle le Proteus Effect, c'est-à-dire que l'apparence de l'avatar influence la manière dont vous vous représentez, comment vous devez agir. Et enfin, les environnements virtuels permettent de créer des environnements collaboratifs en créant des tâches partagées qui sont extrêmement manipulables. C'est-à-dire qu'on peut se dire à des personnes, par exemple, on est dans une boîte qui construit des bâtiments et en fait, on les envoie dans un environnement virtuel où ils peuvent manipuler un jumeau numérique d'un bâtiment et tous ensemble, en fait, créer des choses. Et c'est pas de la science-fiction, ce que je vous dis, c'est des choses qui peuvent exister. Et ça, à partir de là, en fait, on crée encore de l'interaction et on renforce le sentiment de coprésence, le sentiment d'interaction, comme on a vu tout à l'heure, ce qui renforce la satisfaction, ce qui renforce l'apprentissage, ce qui renforce en fait les résultats en fait que vous observez simplement de l'utilisation de ces environnements virtuels. Et donc tout ça, c'est ce qu'on va essayer d'étudier à l'avenir. Merci Nicolas. Maintenant, si vous avez quelques questions, donc comme vous l'avez vu, les études se poursuivent et c'est très très riche. Effectivement, on en est au début finalement de ces études avec vers quoi ça nous mène, puisqu'on se pose des questions tous vis-à-vis de ces nouveaux univers. On se dit il y a plein de choses qui fleurissent. Est-ce que pour le coup, je me lance pas et c'est bien logique dans une période où les restrictions budgétaires sont hyper importantes et où on est vraiment sur la maximisation de la pédagogie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez intervenir par rapport à vos expériences autour de cet apprentissage, de ce que vous auriez pu vivre ou toute autre question, évidemment, on est à votre disposition.
Bonjour, est-ce que on retrouve en fait dans la formation via les avatars les techniques habituelles de présentiel ou comment on adapte quand même les techniques pédagogiques entre le digital et le présentiel? Alors c'est là toute l'ambition, vous avez totalement raison et c'est un des freins en fait aux usages rapides du métaverse. Pourquoi? Parce que ça remet en question toute la pédagogie. Passer l'effet waouh, ça suffit pas en fait. C'est-à-dire faire intervenir un apprenant, lui démontrer que l'univers est joli, qui rassemble tous les éléments d'un apprentissage favorisé. Il faut reconcevoir la séquence. Clairement, en effet, du descendant c'est bien, mais de très courte durée. L'intérêt, c'est qu'effectivement, on peut interagir, mais avec des réactions qui sont quand même limitées quand on est face à un très grand public. C'est la même chose dans un amphithéâtre, mais on a moins de promesses. Hein, sauf si, évidemment, on va dans un restaurant magnifique ou des choses comme ça. Mais on s'aperçoit aussi, et c'est ce qu'on disait, c'est que les apprenants apprennent aussi les uns des autres. Donc, si on les laisse passifs, on ne contribue pas à l'apprentissage. Donc, pour le coup, oui, on repense ces séquences pédagogiques et on adapte totalement. Typiquement, l'effet brise-glace, la cohésion de groupe, eh bien, on les recrée dans le métaverse de manière différente puisque aujourd'hui, l'outil n'a pas forcément la possibilité de saisir des objets comme enfin, pas encore, on va dire, voilà, hein, ça fait 8 mois que l'outil existe. Alors, on propose d'autres choses. On a la possibilité d'habiller les espaces, de proposer un brise-glace, par exemple, où vous allez vous retrouver autour d'une image qui vous ressemble, pour telle ou telle raison, de débriefer ensemble. Exactement ce qu'on faisait, vous savez, quand on tire les cartes en présentiel, c'en est un exemple, bien sûr. Mais par contre, tout l'aspect co-construction, on le recrée complètement puisqu'on a des espaces dédiés où il y a une partie descendante collaborative tous ensemble et ensuite on peut se répartir dans des salles de sous-com exactement comme en présentiel, collaborer sur un document partagé, co-construire une solution, un process et ensuite se retrouver pour pouvoir faire part des productions des uns et des autres. Et ça, effectivement, on essaye de le maximiser dans toutes les séquences de manière à ce que ce soit très constructif. Et on me fait signe que c'est l'heure. Donc si vous avez une dernière question, et après on est disponible pour vous répondre évidemment en dehors du stand. J'ai cru que vous aviez une question. Ah pardon. En fait, bonjour, merci en tout cas pour l'exposé. Quand je vous écoute parler de la manière d'agir et la pédagogie dans le métavers, ça me fait penser finalement à ce qu'on peut mettre en place sur d'autres modalités, la classe virtuelle par exemple, où on va respecter toutes ces règles pour essayer d'immerger un maximum les participants. Et là maintenant, vous le rendez plus tactile, je veux dire plus interactif encore, dans cet environnement qui n'est pas soi-même en fait, mais un avatar. Voilà. On est sur la même logique, plus évoluée évidemment. Oui, on nous pose souvent la question pourquoi le métaverse et pourquoi pas les classes virtuelles, effectivement. Alors on ne va pas les remplacer, de toute façon c'est un outil qui est utile aussi. Les principales différences sont sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on prolonge aussi le temps d'apprentissage, c'est-à-dire que vous avez un avant, un après. On se rencontre dans l'espace, on fait connaissance, il y a tout un aspect aussi social dans lequel finalement je vais rencontrer les apprenants et je vais pouvoir m'immerger avant et après, je vais pouvoir continuer mes discussions. Et c'est pas sur un temps donné, comme tu disais tout à l'heure, qui peut être restreint, parce que là pour le coup on maximise l'apprentissage sur ce moment-là, mais qui pour autant ne favorise pas une expérience. Et ça c'est une des majeures parties. Il y a aussi tout l'aspect sérendipité où on peut se rencontrer de manière fortuite et ainsi de suite. Alors je suis désolée, je crois qu'on me fait signe, je suis obligée de vous demander, parce que c'est très rythmé, mais en tout cas, si vous voulez, on est là si vous avez d'autres questions avec plaisir.